Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présentes et présents pour cette table ronde donc, du forum Entreprendre autour de la thématique des jeux vidéo. On va passer 1 heure et demie ensemble à parler de questions qui animent le secteur de l'industrie vidéoludique avec 3 intervenants régionaux, locaux même, d'exception j'ai envie de dire. Je vais les laisser se présenter et je me permettrai de dire quelques mots pour ma part après vous. On va commencer par Alice. Alice, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Absolument. Bonjour. Donc moi, je suis Alice Orléac. Je suis responsable administrative et financière du studio The Game Bakers. Du coup, je suis notamment en charge des questions de ressources humaines. Et donc, est-ce que je présente aussi le studio ? Bien sûr, bien sûr. En quelques mots. Du coup, The Game Bakers, c'est un studio qui a été fondé à Montpellier en 2010 par Audrey Leprince et Aymeric Toa, et qui a sorti des jeux, notamment les jeux Fury et Haven, et aussi avant sur mobile Squid's Odyssey. Et c'est un studio dont disons que la ligne artistique pourrait être résumée de la manière suivante. Je sais que Audrey et Aymeric aiment beaucoup dire que leur but, c'est de faire des jeux qui laissent des souvenirs et des impressions fortes longtemps après qu'on les ait finis. Du coup, ils essayent de prendre un peu des paris un peu risqués en termes de création, dans le but de marquer les gens. Voilà. Merci beaucoup Alice, on aura l'occasion de revenir sur plusieurs thématiques, faut pas s'en faire. À ta gauche, Francis, est-ce que tu peux en dire quelques mots sur toi et le studio également ? Bien sûr, bonjour. Donc je suis Francis Ingrand, je suis le président et fondateur de Plugin Digital. Alors nous ne sommes pas un studio puisque nous sommes un éditeur et distributeur de jeux vidéo. Donc société que j'ai fondée il y a 9 ans et demi aujourd'hui, qui distribue donc bon nombre d'éditeurs et développeurs, dont Game Bakers. Et nous sommes aussi éditeurs de jeux vidéo, donc nous accompagnons bon nombre de développeurs dans la production, le financement et l'exploitation des jeux. Et donc nous sommes à Montpellier, au marché du Lez aujourd'hui, on est une 50aine de personnes. Et on a annoncé il y a peu une levée de fonds importante de 70 millions d'euros auprès d'un fonds qui s'appelle Bridgepoint. Bravo, ça mérite d'être noté. Et enfin, à ta gauche, François, pareil, quelques mots pour te présenter. Bien sûr, je suis François Cuben et je suis délégué général de l'association Push Start, qui est une association professionnelle, enfin des professionnels du jeu vidéo en Occitanie et qui notamment compte parmi ses membres The Game Bakers et Plugin Digital. Merci beaucoup. Et pour ma part, donc Antoine Chollet, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier. J'étais chef de projet avant jeux vidéo et aujourd'hui, j'étudie les jeux vidéo puisque c'est mes thématiques de recherche, notamment sur tout ce qui est e-sport, management et jeux vidéo, les compétences managériales. Donc je m'intéresse aux productions de jeux vidéo que j'étudie et ensuite, je fais des recherches là-dessus, des publications académiques. Bien, on va commencer donc la première thématique de cette table ronde, donc qui a été nommée, on va dire sobrièvement, recrutement dans les studios de jeux vidéo. Et donc, première question que j'ai à vous poser, et vous répondrez de manière libre, aucun souci, il n'y a pas d'ordre pour ça. Alors j'ai mes petites notes en bas. Donc, quels sont les profils déjà que vous recherchez principalement en ce moment au niveau du jeu vidéo ? Qu'est-ce qu'il en est au niveau des profils des personnes qui sont dans vos entreprises, dans vos sociétés, studios, et qu'est-ce que vous recherchez aussi maintenant en termes de profil au niveau du recrutement ? Alors nous, on recrute énormément puisque on a recruté une vingtaine de personnes sur 2021 et je pense que ce sera à peu près la même chose en 2022. Alors comme je l'ai dit, nous ne sommes pas un studio, donc nous accompagnons les studios ou les éditeurs. Donc on recrute essentiellement des gens dans tout ce qui est production. Donc ça va être effectivement des producers, des gens au niveau QA, playtest, puisque c'est un élément très important de notre métier. Et l'autre partie importante chez nous, c'est tout ce qui est profil un peu plus école de commerce, donc profil commercial, marketing, gestionnaire de compte, puisque le gros de notre activité, c'est effectivement le marketing, la com et la distribution. Donc on a à la fois une partie très liée aux jeux vidéo, la partie production, suivi de production, et une partie plus généraliste qui sont des profils classiques école de commerce. Par contre, on essaye quand même de
de prendre des gens qui sont plutôt passionnés de jeux vidéo, qui ont une vraie culture jeux vidéo. Ça, pour nous, c'est un point super important. D'accord, oui, c'est vrai que c'est donc une société d'édition, hein, vraiment, je dis studio, mais je dis société pour englober tout le monde. Et justement, dans les studios, est-ce que c'est quoi le profil majeur? Il y a des programmeurs, mais est-ce qu'il y a d'autres métiers aussi comme le tien? Est-ce qu'il faut être forcément passionné de jeux vidéo pour rentrer dans une société de jeux vidéo? Ça paraît peut-être trivial, mais peut-être pas forcément. Qu'est-ce qu'il en est, Alice, sur ces métiers, on va dire, périphériques, qui ne sont pas forcément développeurs, graphistes, au niveau des studios de jeux vidéo? Alors, c'est vrai que je vais commencer pour vous donner un peu une idée de la situation à Game Bakers. Nous, c'est vrai que c'est très différent du coup de Plugin. C'est même l'inverse, puisqu'en fait, on ne recrute pas. C'est pas très positif dit comme ça, mais en fait, Game Bakers, on est 12 salariés. Et le choix a été fait de ne pas grandir. Du coup, c'est vrai que comme en plus on a peu ou pas de turnover, ce qui est quand même très cool, on n'a pas de besoin de recrutement fréquent. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de difficulté à recruter, c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de candidatures et pas assez de postes en fait à pourvoir. Cela dit, en termes de besoins, ce que nous on a pu constater, c'est qu'il y a de vrais manques de candidatures dans certains domaines. On sait que dans le jeu vidéo c'est très connu, il n'y a jamais assez de développeurs. Mais par exemple pour Game Bakers, il a pu manquer cruellement de métiers très spécifiques où ça demande d'être en fait un peu senior, un peu expérimenté, comme des technical artists ou des SFX artistes, donc des artistes mais très pointus sur un domaine. Et à l'inverse, voilà, on a un petit peu trop de game designers, de personnes candidates pour du game design, pour de la production, ou des graphistes généralistes. Et ça, c'est vrai que François pourra peut-être en parler. C'est un problème qui est pas mal dû. La responsabilité pèse un peu sur les écoles, puisque en France aussi, pour vous donner une idée du contexte, il y a une seule, je crois, il y a une seule école publique qui est l'Angevin. Et sinon, uniquement il y en a beaucoup, des formations privées qui peuvent se créer finalement très facilement et proposer donc des cursus à des gens qui veulent travailler dans le jeu vidéo. En soi, ça paraît super, sauf que il y a un vrai déséquilibre entre ces formations et le marché du travail. Et les écoles prennent pas assez en compte la tension qu'il y a sur certains métiers. Donc il y a beaucoup d'écoles de game design avec malheureusement pas les débouchés qu'il faut pour les élèves. Et c'est vrai qu'il faut vraiment que les écoles travaillent plus avec le monde professionnel, notamment par le biais d'associations régionales, pour avoir une meilleure appréhension des besoins des boîtes. Après, voilà, de ce qu'a dit Francis, je vois que, par exemple, dans le domaine de l'édition, on a besoin, par exemple, peut-être plus de producteurs, etc., alors que peut-être dans les studios, notamment les petits studios, on n'a pas besoin de beaucoup de producteurs. Même chez Game Bakers, il n'y en a pas, à proprement parler. Donc, en fait, ça peut dépendre aussi des boîtes et des secteurs aussi, des métiers dans le jeu vidéo. Par contre, juste pour rebondir sur ce que disait Alice, effectivement, surtout sur la partie game design, nous, on a énormément de candidatures de gens qui sortent d'écoles de jeux vidéo, logique, et qui ont suivi plutôt des cursus game design et qui ne trouvent pas de travail, parce qu'effectivement, c'est un peu le job dream quand on veut bosser dans le jeu vidéo. C'est vrai que game designer, c'est quand même là où quand on aime le jeu vidéo, c'est là où c'est le plus sympa. Mais effectivement, il y a assez peu de débouchés. Dans un studio, quand il y en a un, ça suffit. On va pas, alors que des producteurs, on peut en avoir plusieurs, ou des associates, etc. En général, quand tu as un game designer, tu le gardes. Et voilà, donc c'est vrai que ça, c'est un point super important. C'est que ça embauche beaucoup dans le jeu vidéo, mais évidemment, comme dans tous les métiers, pas dans tous les corps de spécialité, quoi. Et justement, Alice, parler des associations régionales, locales. François, qu'est-ce qu'il en est de Push-Start? Quelle est la place de Push-Start comme peut-être favoriser l'emploi peut-être? Qu'est-ce qu'il en est de la place de Push-Start par rapport à ça? Alors Push-Start, de toute façon, c'est une structure qui va être au service du secteur. Donc la place qui est la nôtre, ça va changer en fonction des besoins. En l'occurrence, là, c'est d'essayer de sensibiliser justement à ce manque d'adéquation qui ressort, qui est criant. On travaille avec le SNJV là, en ce moment sur le montage d'une étude pour début 2022 pour essayer justement d'identifier, de faire vraiment ressortir ces points critiques
et d'arriver à communiquer auprès des écoles après le fruit de ce travail-là pour essayer d'avoir une base de progression dans les formations proposées. Donc ça fait partie des opérations qu'on peut mener de façon concrète là-dessus. Le côté sensibilisation de base aussi, dans les discours qu'on va avoir comme aujourd'hui, où on essaie de rappeler aux gens que oui, rentrer dans une école, c'est aussi des frais, surtout par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'enseignements privés. Et il faut anticiper un petit peu ce qu'on va faire après. Effectivement, un game designer, si vous avez une équipe de 15 personnes, il y en aura un, peut-être deux. Après, il y a du level design, il y a d'autres trucs qui sont liés au design global du jeu. Mais le poste rêvé, comme le disait Francis, il n'y en aura pas 50 dessus. Et en général, c'est des personnes avec déjà un track record, de l'expérience, etc. Ou alors vous montez votre studio, mais bon, c'est pareil, quand on sort d'une école, c'est très, très, très délicat et probablement déconseillé dans la plupart des cas. Je ne veux pas casser des rêves, mais sur cet aspect-là, du coup, il y a un vrai travail de sensibilisation, d'accompagnement, à la fois aussi auprès du relais on a besoin de tel profil, de travailler les recrutements, auprès de s'identifier à des profils, de faire connaître des profils auxquels les gens ne vont pas forcément penser. Alice parlait de profils spécialisés, c'est très vrai. On a des gens qui ne vont pas forcément penser qu'en se spécialisant dans les effets spéciaux ou dans l'effet sonore, ils vont pouvoir accéder à un emploi plus facilement derrière et se faire plaisir dans l'industrie également. Sur les parties des métiers un peu plus pointus ou dans le game design, il va y avoir de l'économic design, des choses comme ça aussi, où on peut effectivement avoir des besoins très spécifiques qui sont identifiés et qui peuvent amener d'autres possibilités d'emploi. Ça reste probablement pas par là qu'il faut aller si on veut, mais sur le principe, cette spécialisation se retrouve aussi dans ces branches-là. Et puis après, il y a plein de choses périphériques au niveau des RH, au niveau de la gestion de projet, au niveau de la gestion, au niveau du produit même, au niveau du rapport commercial international, au niveau du portage sur console. Il y a plein de morceaux de cette industrie qui ne sont pas forcément visibles de l'extérieur quand on se dit je voudrais bosser dans le jeu vidéo. Et nous, on va amener une sensibilisation là-dessus. On va donner une tribune aussi aux écoles pour parler de ce qu'elles font. On va donner la possibilité de faire se rencontrer des futurs professionnels et des entreprises en place, etc. etc. C'est d'ailleurs l'enjeu de Push-Start, de faire la liaison entre les professionnels et futurs professionnels du jeu vidéo en Occitanie. C'est un des enjeux, ouais, tout à fait. D'accord. Et en fait, ce que vous avez dit tous les trois, il y a quelque chose qui me fait réagir, c'est comment vous expliquez un peu cette surabondance de certains profils dans le jeu vidéo et de manque sur d'autres métiers du jeu vidéo. Est-ce qu'on recherche aujourd'hui des métiers qui n'existent pas encore dans le jeu vidéo, ou du moins des profils très rares? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est au niveau de la formation? Est-ce que c'est au niveau peut-être de l'image qui est renvoyée par les studios et les éditions, les sociétés d'édition? Qu'est-ce qu'il en est de cette surabondance de profils de game designers et du manque d'autres en fait? Je pense qu'au global, il y a beaucoup de profils disponibles. Ce qui manque, c'est des gens d'expérience. Le jeu vidéo a explosé ces dernières années et tout le monde cherche des gens opérationnels rapidement, qui ont une certaine expérience. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des écoles mais qui forcément n'ont pas encore d'expérience. Et tout le monde va plutôt, effectivement, on prend des gens sans expérience aussi bien sûr, mais dans une société on a besoin d'un certain équilibre entre des gens avec une forte expérience et des gens qu'on a un petit peu moins. Et souvent c'est là où ça coince, c'est de trouver des gens qui cochent les bonnes cases et qui ont l'expérience. Et Alice le disait, l'enjeu pour eux, c'est de les garder finalement. Donc il y a l'enjeu de recrutement, et pour une société, il y a l'enjeu de conserver les profils les plus expérimentés ou de les faire grandir au sein de la société. Donc je ne pense pas, pour répondre à ta question, qu'il y a un profil qui manque. Il y a effectivement tout ce qui est VFX artiste, tout ce qui est animateur 3D aussi, qui sont quand même des postes extrêmement recherchés, parce que animateur 3D c'est jeux vidéo, mais c'est aussi lié à l'anime, et on sait que le secteur de l'animation aussi explose. Donc il y a un peu de tension sur ces segments-là, mais on arrive à en trouver. Maintenant, est-ce qu'on trouve des gens avec l'expérience suffisante? Ça, c'est plus compliqué. Et là, en plus, tu viens d'évoquer des profils un peu techniques, alors pas forcément les producteurs, mais est-ce qu'il y a des métiers en dehors des graphistes, des développeurs qui sont recherchés, auxquels on ne pense pas forcément et que les personnes qui nous écoutent ou les jeunes pourraient aspirer dans le jeu vidéo? Alors, il y a un métier, je parle pour nous, peut-être un peu moins pour un studio comme Game Bakers, qui est tout ce qui est lié à la data. On en parle beaucoup dans pas mal de secteurs, et c'est vrai aussi dans le jeu vidéo.
Voilà, nous on a en interne des data scientists, des gens comme ça, pour analyser les ventes, faire des projections, etc. Et c'est très vrai notamment dans le jeu mobile, qui est très consommateur de data, free-to-play, pub, etc. Ou l'hyper casual aujourd'hui. Donc, et ça, sur le coup, c'est pas lié aux jeux vidéo. Hein. La data, on a des besoins un peu partout. Mais là, c'est effectivement extrêmement compliqué de trouver des bonnes personnes. Surtout que le jeu vidéo, ce n'est pas forcément le secteur qui paye le plus comparé à d'autres secteurs qui sont consommateurs de spécialistes data qui ont une capacité de rémunération bien supérieure au secteur du jeu vidéo. Donc c'est là où la passion joue. Ça permet de compenser un petit peu. Et vraiment pour finir sur cette thématique un peu du métier, est-ce que vous avez vu une évolution tous les trois du métier, peut-être dans vos secteurs d'activité, mais du métier dans le jeu vidéo? Est-ce que vous avez vu une évolution, peut-être vous personnellement, ou même autour de vos amis, de vos collègues, de vos collaborateurs, dans les sociétés de jeux vidéo? Est-ce que le métier a évolué, ou finalement on crée des jeux vidéo, entre guillemets, comme il y a 20 ou 30 ans? Entre guillemets, forcément. Alors c'est moi le plus vieux, donc c'est moi qui réponds, c'est ça. Bah oui, ça n'a plus rien à voir. Déjà, ne serait-ce que l'arrivée de la 3D, ça a quand même sacrément révolutionné le jeu vidéo. La puissance des machines aussi a bien aidé à faire des jeux beaucoup plus complets. Et si on regarde des jeux un peu rétro, etc., c'était quand même un peu tout le temps la même chose, plus ou moins, mais assez souvent la même chose. Donc, et puis le coût des productions surtout. Aujourd'hui, une production de jeux vidéo... à part certains petits jeux mobiles, on est vite à 300, 400 000 euros et rapidement à quelques millions, même pour des studios de la taille comme Game Bakers. Bon, il y a encore 10-15 ans, si vous mettiez 200 000 euros dans une production de jeux vidéo, vous commenciez à avoir quelque chose de solide. Donc la barrière à l'entrée est de plus en plus haute, les attentes des consommateurs sont de plus en plus importantes, donc ça veut dire que les coûts de production sont aussi de plus en plus importants. Donc pour moi, le grand changement, c'est ça, c'est qu'on le voit avec la qualité des jeux qui sortent aujourd'hui. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait il y a 10-15 ans. C'est aussi lié à la puissance des machines, tout simplement. François, Alice, est-ce que vous voulez dire un petit mot là-dessus? Ouais, bien sûr. Je rejoins ce que dit Francis, mais j'ajoute aussi que, en même temps, le marché a évolué tellement vite. Il y a un accès déjà à l'international qui n'a rien à voir avec celui d'il y a 20 ou 30 ans. Il y a une attente des consommateurs qui n'a rien à voir non plus. Il y a une vitesse de consommation qui est absolument hallucinante et en plus ça dépend en plus des cultures et des pays. Certains vont être très orientés mobiles, d'autres vraiment plus jeux quali, d'autres plus consoles. Donc tout ça, ça nécessite une connaissance assez poussée, notamment chez les éditeurs, des marchés, des segments, des canaux de distribution, etc. Ce qui change beaucoup le métier. Et après, au sein même des studios, je pense qu'il y a c'est certain, il y a une professionnalisation de façon générale qui fait que la petite équipe de 4 bonhommes hardcore à bosser tout le temps sur leur jeu était une vision qui existe peut-être encore aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout la plus grande, la plus commune mesure des studios. Aujourd'hui, on a des entreprises à part entière, qui sont des sociétés qui nécessitent d'être rentables, de pouvoir payer des salaires, d'avoir des rythmes de vie qui soient cohérents, d'essayer d'avoir complètement des problématiques de diversité aussi au sein même des équipes, que ce soit au niveau des origines, que ce soit au niveau des genres, etc. Et des âges aussi, parce que pareil, à une époque, c'était pas forcément un truc où on allait trouver des anciens en jeu vidéo. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont dans le jeu vidéo et qui ont des problématiques de darons en fait qu'ils n'avaient pas il y a 30 ans quoi. Et ça change complètement l'ADN des studios, la façon de structurer une équipe, la façon de réfléchir tes ressources humaines, je pense que c'est un des gros points qui a changé en 30 ans à mon avis sur cette industrie, en plus de ce qui a été évoqué. Merci. Alice, est-ce que ça t'évoque des choses ou pas? Je ne sais pas. Oui, ce sera plutôt pour compléter, mais je pense qu'en effet, entre les transformations du médium lui-même, du jeu vidéo, d'un point de vue notamment technique, mais aussi en termes de business model, ça change beaucoup, quoi. Par exemple, le mobile, il y a eu à une époque, et ça concerne par exemple Game Bakers, qui s'est lancé d'abord sur des jeux mobiles payants, en pensant que c'était un modèle qui allait prévaloir dans les années qui allaient venir. Et en fait, c'est
c'est le jeu mobile gratuit, le free-to-play qui l'a emporté. Et du coup, forcément, tous ces changements de modèle économique font que ça transforme aussi le métier, ça crée des nouveaux besoins. On a parlé en analyse de données, en stratégie. Voilà, donc c'est des opportunités aussi pour des gens qui d'ailleurs peut-être ne viennent pas forcément du jeu vidéo, de travailler dans ce secteur, parce que bon voilà quoi, il y a des choses qui changent et du coup il faut créer les métiers derrière. Et donc c'est vrai que il peut y avoir des frictions, puisque des manques de professionnels, de juniors, mais aussi de seniors sur certains métiers. Donc c'est pour ça qu'il est j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que disait François. À une époque, on attendait peut-être des juniors un petit peu moins on n'attendait pas d'eux forcément une formation spécifique, peut-être plus de la passion avant tout, ou quelques expériences personnelles. Aujourd'hui, il y a quand même une structuration de la formation en France, avec malgré le problème qu'il n'y a pas assez de formation publique. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des écoles, donc on a quand même des attentes vis-à-vis de leurs compétences qui sont... on compte quand même pas mal sur ce background universitaire, scolaire, pour que ces personnes soient capables d'effectuer les tâches qu'on leur demande. Donc voilà. Mais encore faut-il que les formations soient à la hauteur et orientent bien les jeunes vers les bons métiers, quoi. Voilà. Je me permets juste une petite note sur la partie formation publique. Effectivement, on manque cruellement de formation publique, c'est vrai. Et la seule école identifiée comme telle en France au sens dédié, c'est l'Engmin. Par contre, il y a quand même, il faut le dire, il y a des universités notamment qui proposent des cursus qui vont représenter qu'une petite partie, comme on l'a d'ailleurs à Montpellier, à l'université Paul Valéry, mais il y en a d'autres en France qui sont publics. Ça veut dire qu'on peut accéder à cette industrie via des formations publiques, même si ça reste bien trop modeste aujourd'hui, pas assez structuré, on est entièrement d'accord. Voilà. Et après, on manque de structures comme l'Engmin qui soient réparties sur le territoire et qui soient plus accessibles déjà, et mieux connues, mieux cotées, et qui permettent d'alimenter ce marché qui a un besoin de ressources criant. Ouais. C'est vrai que c'est une thématique qui me parle bien en tant qu'enseignant-chercheur à l'université de Montpellier. Je les vois, ces transformations. Tu as cité l'université Paul Valéry, donc, qui est l'autre université de Montpellier. Effectivement, il y a un parcours jeu vidéo, un game design, si je ne me trompe pas, davantage en tout cas orienté game design, mais à l'université de Montpellier, il y a un master qui s'appelle Master 2 Imagine, qui est plus orienté au niveau des mathématiques, de la programmation. Donc il y a des choses qui se font. Il y a même des débuts de modules, mais c'est vrai qu'il faudrait le favoriser, et c'est peut-être avec des acteurs locaux, régionaux, que l'on pourrait faire ce genre de choses. Donc, est-ce que vous y voyez des perspectives un peu sur l'avenir, sur quelles compétences est-ce que le public peut former des jeunes en passant peut-être par des écoles qui ne sont pas des écoles de jeux vidéo? Est-ce que vous serez prêt à recruter des jeunes qui nous regardent actuellement, qui ne sont pas issus d'écoles de jeux vidéo, mais qui voudraient en faire? Sur la partie imaginage, juste pour donner un exemple assez simple, typiquement, c'est une formation qui est reconnue dans l'industrie, en tout cas par un certain nombre d'acteurs. Et ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a des structures qui vont savoir ce qui se passe chez Imagina et qui vont recruter des profils pas du tout formés aux jeux vidéo, mais qui vont les former en interne, parce qu'ils savent qu'ils ont la base suffisante technique. Donc là, on parle plus de profils développeurs, en l'occurrence, qui vont avoir la base technique suffisante pour appréhender les tenants, les aboutissants de la production d'un jeu vidéo, tout en ayant une connaissance généraliste qui leur permet de façon globale d'être juste développeur, en fait, au sens noble de l'art, quoi, on va dire. Et après, en interne, un développeur, s'il a déjà appris les mécaniques globales, le fonctionnement de parc informatique, les outils globaux qu'on va utiliser en production, il va pouvoir tout à fait transposer ses connaissances dans le giron pur du jeu vidéo, dans l'apprentissage d'un moteur de jeu, dans l'apprentissage du traitement de data, par exemple, etc., dédié à cette industrie. Donc, ça répond en partie à ta question, ça se fait déjà. Il y a des entreprises qui vont avoir un onboarding spécifique pour ce genre de profil. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour arriver à valoriser ça, y compris d'ailleurs avec les écoles de commerce. On discute avec la Montpellier Business School pour ce genre de choses, par exemple, dans l'idée de dire, voilà, dans vos formations généralistes, les compétences que vous avez, elles se transposent sur plein d'univers, y compris le jeu vidéo, qui n'est pas toujours peut-être celui qui va payer mieux sur tel ou tel, les data par exemple dont on parlait tout à l'heure, mais globalement, s'il y a ne serait-ce qu'un peu de sensibilisation à cette industrie au sein de la formation, il est possible assez facilement d'onboarder ces gens dans nos équipes. Et pour compléter, moi je pense qu'il y a quand même des choses qui existent qui sont hyper pertinentes, c'est tout ce qui est stage,
et alternance. Nous, on prend régulièrement des gens donc en stage ou en alternance qui ne sont pas forcément issus d'écoles de jeux vidéo, mais qui ont une vraie volonté d'intégrer ce secteur. Et un bon moyen d'y arriver, c'est aussi d'avoir une formation solide autre, d'avoir la tête bien faite et d'avoir envie. Et effectivement, aujourd'hui, par le prisme du stage ou via une formation en alternance, on peut aussi accéder à ces secteurs. Alors, encore une fois, on est sur des métiers peut-être un petit peu moins techniques qu'un pur développeur, mais sur la partie producing, typiquement, ça nous arrive de prendre des gens qui ne sont pas forcément issus d'écoles de jeux vidéo. Il n'y a pas de souci, et pour tout plein d'autres fonctions, c'est la même chose. Donc voilà, on en parle beaucoup aujourd'hui, de l'alternance, formation, stage, etc. Mais c'est aussi un moyen formidable d'intégrer un secteur qui nous semble un peu complexe. Alice, au niveau de GameBaker, est-ce que, alors même s'il n'y a pas de recrutement, est-ce qu'il y a quand même des stages ou des alternances pour les jeunes, ou peu ou pas? Qu'est-ce qu'il en est? Oui, tout à fait. On recrute quand même régulièrement des stagiaires, notamment pour nous épauler sur le test. Et c'est vrai que même s'il y a pas mal de formations de testeurs en France et dans la région d'ailleurs, on est quand même, on a conscience qu'un stage, ce n'est pas comme un recrutement de collaborateurs. Il y a quand même plus de souplesse. On peut se permettre aussi de se tromper entre guillemets, de ne pas forcément recruter le meilleur stagiaire qu'on pourrait avoir. Enfin, ça reste un stage, donc faut être un peu tolérant. Et ça concerne une personne jeune en plus qui n'est pas forcément encore très expérimentée. Et c'est vrai que du coup, on n'hésite pas à donner un coup de pouce à des personnes qui candidatent en n'ayant pas forcément d'expérience spécifique, notamment tirée d'une école, d'une formation en école, mais de prendre quelqu'un qui a vraiment envie de travailler dans le jeu vidéo, qui exprime, qui exprime une vraie envie, quoi, et une motivation, et surtout, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais nous, c'est vrai qu'on est très sensible à la personnalité des gens, à leur personnalité, leur savoir-être, et donc c'est vrai que si la personne a l'air très curieuse, sympathique, motivée, ça peut vraiment suffire à nous convaincre. Donc oui. Et sinon, moi-même, je suis un exemple d'une personne qui vient pas du tout, qui n'a pas été formée aux jeux vidéo, puisque j'ai travaillé d'abord plutôt dans l'audiovisuel, le cinéma. Et voilà, donc c'est bon, comme disait Francis, moi j'exerce un métier qui n'est pas technique à proprement parler, donc je suis plus généraliste puisque je suis responsable en fait de la gestion du studio, mais je trouve que j'ai été recrutée, je pense, pour ça, parce que j'avais très envie d'intégrer ce secteur. Et c'est une super chance, quoi. Je suis très contente de pouvoir justement rentrer dans le secteur avec quand même pas non plus la pression de devoir apprendre quelque chose de très technique sur le tas, mais plutôt de pouvoir déployer des compétences que quelque part j'avais déjà dans un nouveau secteur. Et des opportunités comme ça, il n'y en a pas énormément, mais c'est vrai que sur le producing notamment, je pense qu'il y a quelques métiers où il y a vraiment la possibilité de s'insérer encore sans forcément avoir une formation spécifique. On en parlera effectivement de la personnalité dans la deuxième partie. Une question, parce qu'on est dans le forum Entreprendre. Est-ce qu'on peut entreprendre dans le jeu vidéo? Alors j'imagine que oui, mais est-ce que vous avez des éléments de réponse si quelqu'un nous écoute et qu'il a envie de créer son studio, sa société d'édition dans le jeu vidéo? Qu'est-ce qu'il en est? Et surtout à Montpellier, en Occitanie. Est-ce qu'il y a des solutions, des accompagnements, ou alors c'est bonne chance? Alors, il y a quand même pas mal de choses qui existent pour aider à la création d'entreprises, au-delà de ce qui existe au niveau national. Dans le secteur du jeu vidéo, il y a des aides ce qu'on appelle les aides à la production, donc organisées par le CNC, Centre national du cinéma, qui fait un petit peu de jeux vidéo également. Il y a des aides régionales également. Donc il est tout à fait possible, avec un vrai projet, avec une petite équipe, de démarrer son studio et d'aller au bout de son rêve, de faire son propre jeu. Aujourd'hui, voilà, c'est possible. Après, moi j'aime à rappeler que la première aide à la création d'entreprise, c'est Pôle emploi. Parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est que les gens qui se lancent, ils bénéficient du chômage pendant 2 ans, ce qui leur permet de se lancer sans avoir besoin de se rémunérer. Parce qu'effectivement, les coûts dans le jeu vidéo, c'est 95% du salaire.
Donc si vous êtes 2, 3 et que tout le monde est un peu dans le même cas et a des disponibilités, payé par Pôle emploi, ça permet effectivement de démarrer sans avoir besoin de beaucoup de capital. Donc je pense qu'aujourd'hui, la meilleure aide, c'est vraiment Pôle emploi pour démarrer. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais... Ah bah pourquoi pas, hein, François. Non, moi, oui, premier financeur de structure. Donc ça, c'est la partie finance qui est très importante. Il y a des initiatives qui se développent aussi donc, dans toutes les régions. Hein. Il y en a en Occitanie, il y en a dans d'autres régions également, qui sont spécifiques soit aux jeux vidéo, soit plus largement sur les ICC. Il y a des métropoles aussi qui commencent à s'y mettre vraiment. La métropole de Montpellier est en train notamment de travailler sur une enveloppe à destination de ces productions-là. Donc, c'est pas forcément des gros tickets, c'est pour des moments précis de la production, principalement en amont, justement dans l'idée d'arriver à dire ok, on est financé, le temps d'arriver à proposer quelque chose qui soit lisible. Et après, on peut se rapprocher, soit on peut aller plus loin, trouver des financeurs, développer nous-mêmes notre idée, notre production, soit on peut se rapprocher d'acteurs comme Plugin, entre autres, avec de la matière suffisante pour dire, voilà, on veut faire ça, c'est la proposition qu'on veut faire, on pense qu'on peut le faire, voilà pourquoi on peut le faire. Et donc, c'est vraiment intéressant de savoir qu'il y a des financements qui sont dédiés à ces étapes-là. Après, est-ce qu'on peut monter sa boîte? Oui, bien sûr. Faites-le, c'est génial, mais faites-le pas tout seul déjà, parce que vous allez être très isolé. Passer l'euphorie du début vient rapidement la réalité de terrain. Il faut structurer une production, il faut savoir pourquoi on fait ça, dans quel ordre, dans quelle direction, avec qui, à quel moment on livre, etc., etc. Il y a des coûts associés à tout ça. Et ça, c'est des réalités où quand on est soit très jeune, soit qu'on a vraiment une connaissance, enfin, on a été salarié toute sa vie, par exemple, on n'a pas du tout conscience d'un certain nombre de ces éléments, ça peut vite faire très mal. Et surtout, si vous avez monté une structure parce que vous vouliez être game designer ou développeur de votre jeu vidéo, si c'est votre boîte, vous allez consacrer vachement plus de temps à faire autre chose que ce que vous aimez faire. Donc il faut en être conscient dès le début. Si après vous aimez l'aventure dans son ensemble et le fait de structurer tout un projet comme ça, c'est super. Si vous avez prévu de ne pas trop faire de RH, de ne pas discuter, de ne pas parler de votre projet, si vous êtes un peu craintif là-dessus, ça va être plus dur. Donc il faudra vous faire accompagner vraiment, à la fois pour arriver à définir le projet en amont avant d'aller mettre du temps et de l'argent de façon conséquente dedans, pour savoir si vraiment vous voulez le faire. Peut-être revoir le périmètre. Peut-être que votre super jeu MMO online, il va falloir revoir le scope parce qu'en fait, vous avez la possibilité de faire une production de 6 mois et jamais ça passe. C'est juste un exemple. Ça, c'est vraiment un truc. Est-ce qu'on peut créer? Oui. Est-ce qu'il y a des structures pour? Oui. Est-ce qu'il y a de l'argent pour? Oui. Mais il faut absolument se faire accompagner. Il faut parler de son projet. Il faut en parler à des pros. Il faut en parler à des structures comme Context Art par exemple d'ailleurs, qui vont vous parler de ce qu'est une entreprise en soi, au-delà du secteur dans lequel vous allez travailler. Il faut aller écouter des conférences, il faut se rapprocher des associations locales, il faut échanger avec des professionnels du secteur d'un peu partout pour se rendre compte d'un certain nombre de problématiques, pour vous entraîner à pitcher votre projet aussi, parce qu'en fait c'est une façon de bien peaufiner son travail. Et voilà, donc c'est possible, oui, il y a déjà plein de choses qui existent pour vous accompagner. Faut se renseigner, il faut s'intéresser à ça, il faut absolument en profiter pour en tirer le meilleur sans se faire mal et que ce soit une aventure vraiment intéressante, quoi. Alors, le temps avance hein, et si on devait un peu clôturer cette première partie, c'est très intéressant, mais il faut qu'on aborde d'autres choses. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes qui nous écoutent, aux personnes qui aimeraient travailler dans le jeu vidéo, qu'est-ce que vous leur direz? Un conseil pour... voilà, vous avez quelqu'un qui vient vous voir, j'aimerais travailler dans le jeu vidéo, qu'est-ce que vous lui dites? Rien. Je vous dirais d'y aller parce que voilà, il faut aller au bout de ses envies. Après, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire, parce que le jeu vidéo c'est extrêmement large. Donc travailler dans le jeu vidéo pour moi c'est comme des amis de mes enfants qui disent travailler dans le jeu vidéo, ils pensent que je joue toute la journée. Non, vraiment pas. Donc c'est vrai que jeu vidéo c'est un peu c'est un peu trop large. Je pense que si on veut travailler dans le secteur jeu vidéo, ok, mais dans quoi? Est-ce que effectivement c'est plus du développement? Est-ce que c'est plus de la création? Est-ce que c'est plus de l'accompagnement? J'en sais rien. De la formation, ça peut être plein de choses. Mais je pense que juste dire j'ai envie de bosser dans le jeu vidéo, c'est un peu trop court. C'est dans le jeu vidéo et plutôt dans telle partie. Et voilà, le conseil que je pourrais donner, c'est juste ça, c'est
essayer d'avoir une idée peut-être un peu plus précise que juste j'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'ai envie de bosser dans le secteur du jeu vidéo. C'est un petit peu court. Alice, François, peut-être un conseil. C'est pas obligé, hein. Soyez passionnés. Soyez passionnés, oui, c'est mieux, c'est bien. Ayez confiance en vous, et ça, là je m'adresse spécifiquement aux personnes qui peuvent se sentir un peu pas légitimes pour justement foncer dans un secteur qu'ils connaissent pas trop. Voilà. Moi je sais que j'ai pu ressentir ça. Franchement, n'hésitez pas, allez-y. Et puis oui, renseignez-vous bien sur les métiers, essayez de regardez, il y a plein d'interviews sur Internet de gens qui font des métiers un peu spécifiques, où vous avez vite fait entendu le nom, mais vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Donc renseignez-vous sur les métiers, vraiment rencontrez des gens. C'est super important d'échanger avec des gens, de faire déjà des connaissances aussi, hein, pour se faire déjà un réseau avant même d'avoir peut-être postulé. Mais aussi, c'est super important pour connaître un peu la réalité d'un métier. Et se rendre compte si c'est fait pour vous, si ça a l'air d'être fait pour vous, ou pas, ou si vous seriez mieux ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, soyez patient, parce que ça peut ne pas être instantané, quoi. Ça peut, moi, je sais que entre la réflexion et la concrétisation, ça a mis des années. J'ai fait d'autres choses entre-temps et tout. Mais voilà. Mais si vous êtes motivé, franchement, ne lâchez pas et renseignez-vous bien, mais allez-y, vraiment, parce que c'est un secteur en expansion malgré tout, voilà, il n'y a pas de raison de s'en priver. François ? Ouais, juste 2 mots. Un truc qui n'est pas forcément évident, mais identifier, quand on dit je veux faire du jeu vidéo, arriver à identifier quelque chose dans lequel on est à l'aise, on est bon, ça peut aider. C'est-à-dire qu'on peut vouloir être un artiste 3D, on peut vouloir être le sound designer de folie, et peut-être qu'en fait on va être meilleur en producing ou en développement, et on bossera quand même pour le jeu vidéo et ça sera cool. Ça n'empêchera pas de faire le reste à côté, mais la notion de faire de choses profession pour en gagner sa vie, ça nécessite quand même d'être à l'aise avec quelque chose. C'est peut-être un petit peu particulier de dire ça comme ça, mais je pense que ça reste quelque chose de très vrai. Et c'est pas toujours facile quand on veut rentrer sur un secteur et qu'on a des paillettes plein les yeux de se rendre compte que c'est vraiment sur tel ou tel aspect qu'on va être bon. Et le deuxième point, c'est si on va plus loin dans la création même d'une structure, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à des niveaux élevés dans des structures ou qui sont à la tête des structures qui vous le diront, si vous adorez vraiment passer énormément de temps à jouer, vous allez vachement moins jouer quand vous serez à ces places-là. Même si vous consommez du jeu, si vous observez du jeu, vous allez être beaucoup moins dans la posture de quelqu'un qui joue pour jouer. Juste que ce soit clair, vraiment. On va pas passer toute sa journée à jouer aux jeux vidéo, comme tu disais, Francis. D'ailleurs, vous avez devant vous 4 personnes et 4 métiers différents, de près ou de loin, en lien avec le jeu vidéo. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, la diversité. Avant de passer à la deuxième thématique, est-ce que vous souhaitez aborder quelque chose sur le recrutement, ou vous pensez qu'on a fait le tour ? C'est déjà pas mal. Eh bien, on s'est intéressé un peu à l'extérieur, si on peut dire ça comme ça. On va prendre des personnes extérieures pour les recruter. On va parler maintenant de l'intérieur de l'entreprise, hein, donc du management de projet, la gestion d'équipe et du jeu vidéo. Et première question sur cette deuxième thématique, eh bien, quelles sont les formes de management que vous avez au sein de vos structures ? Qu'est-ce qu'il en est dans la gestion de projets de jeux vidéo, du producing, de l'édition, ou même au niveau des associations ? Comment vous faites pour gérer les équipes, gérer les projets ? Question très large. Est-ce que ça se fait ? Est-ce qu'un jeu vidéo, c'est en 2 semaines, hop, on code un peu et c'est fini ? Alors, bien sûr, je sais que c'est pas ça, mais quels sont les a priori ? Comment on fait ? Quelles sont les étapes pour vous lancer sur cette thématique de la production ou l'édition d'un jeu vidéo ? Déjà, on peut dire qu'en moyenne, c'est à peu près 2 ans, hein, entre le moment où on a ce qu'on va appeler une vertical slice, donc quelque chose qui ressemble à un bout de jeu vidéo, et la commercialisation, il va se passer 2 ans, donc c'est quand même un temps assez long, avec différentes étapes, effectivement. Au départ, la pré-production, la production, la partie, dans notre cas, effectivement, marketing, qui est en parallèle de la production, bien sûr. La partie portage, on en a parlé un petit peu, mais qui est une composante importante, puisqu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est pas juste PC ou juste la PlayStation. Il faut être capable de sortir le jeu sur 3, 4, 5 plateformes, parfois en même temps. Donc il y a une partie portage qui prend du temps, c'est 3 à 6 mois. Une fois que le jeu est quasiment terminé, il faut encore 3 à 6 mois pour le porter sur les médias, les plateformes qu'on
qu'on souhaite. Et enfin la commercialisation. Donc il y a quand même pas mal d'étapes, comme je connais un peu comme dans le cinéma ou dans l'animation, etc. Voilà. Après, encore une fois, nous on ne développe pas en interne, donc on accompagne les développeurs sur la partie production. Donc je pense que Alice pourra plus répondre que moi là-dessus. Nous, on est une société finalement un peu classique, entre guillemets de service, puisque voilà, on amène tout un tas de services autour du financement, bien sûr, et puis du service commercial marketing autour d'un développement. Donc on est moins dans les problématiques de développement pur, même si on les suit de près. Justement, Alice, toi, tu es dans un studio. Comment ça se passe au niveau de la gestion des équipes? Tu as parlé de la personnalité tout à l'heure. C'est peut-être le moment d'aborder cette thématique qui a l'air de te tenir à cœur au niveau des collaborateurs, des personnes. Oui, alors c'est des choses un peu différentes. C'est vrai que nous en tout cas, on sait que c'est le savoir-être et tout est hyper important pour nous. Donc notamment, là pour revenir un peu au recrutement, quand on recrute, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on fait très attention et on essaye de détecter assez tôt, avant un vrai recrutement en CDI. On essaye de tester un peu la personne, voir comment elle est avec le reste de l'équipe. Sans parler même de toxicité, une personne qui par exemple n'écoute pas les autres, qui se met très en avant mais qui n'écoute pas les idées des autres, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que je sais que le studio a pu ne pas finir des collaborations avec des personnes qui étaient très talentueuses, mais voilà, avec lesquelles ça pouvait pas matcher pour le travail en équipe. Et c'est vrai qu'après pour notre organisation, on a une certaine horizontalité. Donc comme je vous disais, on est 12, donc on n'est pas très nombreux. Et on est un peu horizontal dans le sens où chacun est responsable de sa partie et spécialiste de son domaine. Il n'y a pas de lead. Souvent dans le jeu vidéo, il y a des lead artistes, des lead programmeurs, donc qui supervisent, et même des leads, avec une hiérarchie finalement assez longue. Bon, ça c'est pour les plus gros studios. Nous, comme en plus on est peu nombreux, il n'y a pas de lead, il n'y a même pas de producteur à proprement parler. Donc chacun est très autonome, ce qui est aussi lié au fait qu'on est tous, par choix, je précise, pas lié au Covid, on est tous en télétravail depuis des années. Enfin, certaines personnes depuis plus longtemps que d'autres, mais voilà, on est tous à distance. Du coup, c'est vrai que l'autonomie est très importante. Mais cela dit, on ne se considère pas comme une organisation horizontale parce que d'un point de vue créatif, la vision est vraiment portée par Aymeric et Audrey, et notamment Aymeric, parce qu'Audrey est la présidente de Game Bakers, Aymeric est plus le directeur créatif, donc c'est plus lui vraiment qui s'occupe de la vision de ce que va être le jeu qu'on va produire. Et c'est vraiment lui qui impulse cette vision. Et l'équipe qui, certes, va faire évoluer cette vision-là au fil du temps, avec des échanges, des tests, etc. Mais c'est hyper important qu'il y ait quand même toujours quelque chose, une ligne qui est un peu impulsée. Et ça, c'est vraiment des problématiques créatives. La raison pour laquelle on fait ça, alors déjà, c'est très pratique, c'est parce que comme on est en télétravail, je pense que le travail très collaboratif, où tout le monde échange, apporte son avis, ça marche quand même beaucoup mieux en présentiel qu'en distanciel. Donc déjà, c'est pour cette raison-là. Mais c'est aussi artistiquement parce que Audrey et Aymeric font la guerre, ils disent qu'ils font la guerre au compromis. Pour eux, le compromis est forcément mou et eux, ils sont vraiment pour essayer de proposer des expériences de jeu un peu originales, un peu impactantes et radicales. Et du coup, c'est très important que ce soit quand même un tout petit groupe de personnes et notamment le directeur créatif qui propose la vision du jeu, et que les autres ne soient pas forcément sollicités pour donner leur avis de manière à changer sans cesse cette vision-là. Et du coup, concrètement, en phase de pré-production, donc vraiment l'idée, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, puisqu'on est sur un nouveau jeu. En phase de pré-production, le management, c'est vraiment Aymeric et Audrey qui travaillent avec une équipe très réduite. Ils appellent ça leur core team, donc vraiment les personnes les plus seniors, qui sont là depuis des années et qui connaissent vraiment l'esprit du studio,
Et il travaille avec eux sur le concept. Donc Emric ne fait pas de game design document, donc c'est vraiment plus des concepts art, des vidéos, des références, voilà. Et ils travaillent vraiment ensemble en équipe réduite. Et je sais qu'à une époque, ils ont testé le travail avec plus de collaborateurs et ça n'a pas marché. Ça partait dans tous les sens. Et du coup ils n'ont plus envie de faire ça. Voilà. Ce sont des choix stratégiques finalement au niveau du management. François, est-ce que tu veux rebondir sur ces dires, ton expérience aussi dans l'industrie du jeu vidéo? Ouais, tout à fait. Alors, du coup, là, vous avez deux illustrations qui sont donc très différentes sur des pans de métier qui sont complémentaires, mais qui sont pas les mêmes au quotidien. Et en plus, il y a une notion d'échelle qui est vraiment très typique, très particulière, quoi. C'est-à-dire que là, on parle d'un petit studio quand on parle de The Game Bakers. C'est un petit studio au sens, c'est une petite équipe, quoi, constituée de gens qui sont en place depuis longtemps, donc qui sont seniors, qui sont habitués à travailler ensemble. C'est un fonctionnement particulier. Il n'y a pas de producteur. Alors, oui et non. C'est-à-dire que vous n'avez pas de producteur officiel, mais il y a quelqu'un qui pilote quand même. Et ça, c'est du temps, c'est du travail. Donc, quand quelqu'un veut monter une structure, je pense qu'il faut être conscient qu'il y a besoin d'avoir une vision de planification, de stratégie, au-delà d'une vision créative qui est bien sûr primordiale. Mais les deux, c'est compliqué de fonctionner sans savoir où on va, sans savoir comment on va déployer sa production, comment on va la proposer au public, à quel moment, etc. Donc, de toute façon, en interne, il y a des pilotes, d'une façon ou d'une autre. Et le fait de monter une core team, par exemple, c'est hyper intéressant parce que là, la core team dont tu parles, c'est des gens, encore une fois, qui se connaissent, je pense, très bien depuis des années. Donc évidemment, ça doit être extrêmement fluide et ça doit être un bonheur d'être là-dedans. Et en même temps, faire rentrer quelqu'un de l'extérieur, c'est pas forcément évident parce qu'il doit s'adapter à une équipe des gens. C'est marrant de voir ça parce que ça permet vraiment d'identifier des différences selon le fonctionnement de chaque studio et chaque équipe. J'ai en tête deux exemples qui sont pour le coup très très différents, on va dire. Si vous prenez une structure comme Ubisoft, juste pour donner un exemple, là on est en centaines de salariés, la structuration interne va être très différente. C'est-à-dire que vous avez déjà des profils hyper spécialisés qui vont vraiment aller dans une structure de 10 personnes. Il y a des gens qui vont quand même très probablement avoir un périmètre de travail un peu élargi parce qu'ils vont pouvoir en tant que développeurs rebondir sur plusieurs aspects différents. Chez Ubisoft, vous avez un développeur qui va s'occuper de tel petit aspect, un autre qui va s'occuper de tel petit aspect, etc. Mais ça va jusque dans les chefs de projet. Il y aura des chefs de projet dédiés à telle partie de la production, genre les outils, par exemple. Voire même les outils, mais que pour ce jeu. Bon, c'est pas possible dans un petit studio. Enfin, je veux dire, on est vraiment, en termes de ressources humaines, on n'est pas sur la même échelle. Ça implique aussi une gestion interne qui est différente. C'est-à-dire que là, vous avez des équipes avec des gens qui vont être chefs d'équipe, je schématise, qui vont faire du relais d'information à des personnes qui sont plus hautes, entre guillemets, dans la stratégie, etc., etc. Il y a aussi des problématiques différentes de l'ordre de est-ce qu'on a des actionnaires, est-ce qu'on n'en a pas. Une structure comme Ubisoft va être confrontée à des marchés différents de ceux de The Game Baker, par exemple. Donc, on ne peut pas faire une généralité sur comment ça marche dans une entreprise de jeux vidéo. À côté de ça, j'ai un autre exemple donc, de personnes qui malheureusement auraient adoré être là aujourd'hui mais n'ont pas pu. Donc je vais parler un peu pour eux. C'est Fireplace Games à Montpellier. Fireplace Games, eux, ils ont choisi de partir sur l'équipe initiale étudiante qui avait produit un jeu pour remonter une équipe professionnelle après avoir fait un petit peu travailler dans l'industrie pendant 1 ou 2 ans chacun de son côté. Et ils sont partis du principe qu'ils étaient tous cofondateurs, qu'ils avaient tous le même revenu, donc le même salaire, même statut au sein de la structure. Ils sont partis sur ce postulat. Ils sont pas tout à fait 15 aujourd'hui. Et en cours de route, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même besoin de personnes à qui on délègue le pilotage. Et c'est des personnes qui ne voulaient pas forcément d'ailleurs faire ça au départ, mais c'est des personnes à qui on va devoir déléguer le pilotage parce qu'il faut une vision d'ensemble, il faut un point de contact avec l'extérieur si on veut que la structure puisse avoir des gens qui vont se concentrer sur leurs tâches en interne. Sinon, vous allez en permanence pas savoir quel sujet a été traité par qui, et ça peut porter préjudice de façon lourde. Si on parle de signature avec des fonds qui vont vous apporter quelques millions pour arriver à faire tourner votre production pendant 2 ans, il y a intérêt d'avoir quelqu'un qui va chapeauter le projet jusqu'au bout. Parce que sinon, vous risquez de passer à côté, ce qui peut mettre tout simplement le studio en faillite ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais structurellement, on a des différences assez marquées en fonction de l'échelle de chaque studio, en fonction du marché de chaque studio, et même sur 2 petits studios, vous allez pouvoir avoir des fonctionnements très différents
complètement, ou qui se veut complètement horizontal, ou piloté par une personne avec tout le monde derrière qui avance. Je pense aussi que c'est ce qui fait que si vous rentrez dans l'industrie du jeu vidéo demain, il y a possibilité de trouver des structures qui vont répondre à vos problématiques, à vos envies, à vos attentes aussi, quoi. Voilà pour ça. Vas-y, Francis. Juste pour compléter, tu parlais d'organisation horizontale, verticale, etc. Ce qu'il faut comprendre dans un métier de création de jeux vidéo, et ce qui est clé, on en a parlé plusieurs fois, c'est le poste de producer. Et pour essayer de faire comprendre ce que c'est qu'un producteur, c'est vraiment un chef d'orchestre. C'est que vous prenez plein de musiciens, aussi talentueux qu'ils soient, si vous n'avez pas un chef d'orchestre, c'est le bordel. Eh ben, c'est pareil, vous pouvez avoir des gens super talentueux, il faut un producer ou un équivalent d'un producer. Chez GameBaker, ça va être Emeric, qui est directeur des créas et qui fait un peu office de producer. C'est indispensable. Et c'est un poste hyper clé. Et nous, on l'a vu, on en a signé des centaines des jeux vidéo, donc on l'a vu et on a bien vu que parfois ça partait pas dans le bon sens parce que ça manquait vraiment de quelqu'un qui pilotait tout simplement. Au-delà du chef d'entreprise, c'est pas forcément le chef d'entreprise, c'est pas forcément celui qui a la vision créa, c'est quelqu'un qui va être capable de faire travailler les gens ensemble, de mettre le tout en musique. Et c'est vraiment super important. Et c'est vrai que moi, pour bien enseigner le management à l'université, ce sont des questions que l'on aborde. Hein. J'ai eu la chance de travailler avec toi, d'ailleurs, François, il y a plusieurs années, et on voyait les enjeux du management de projets, d'équipes, dans la réalisation des projets de jeux, sur la gestion des plannings, la gestion des délais, la gestion des coûts. C'est un métier à part entière. Il ne faut pas négliger le management dans les équipes de jeux vidéo. Alors c'est vrai qu'encore une fois, il y a plein de sujets, on ne pourra pas tous les aborder. On va peut-être fusionner la troisième et dernière partie, qui est la production, vraiment en tant que telle. Hein. Est-ce que dans vos équipes, vous avez des phénomènes de crush? Voilà, qu'est-ce qu'il en est de cette gestion au quotidien des équipes, de la production pour sortir un jeu? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est éprouvant? Quelles sont les étapes vraiment d'un point de vue humain? Et est-ce que ça demande des compétences spécifiques, notamment des compétences comportementales, créativité, etc.? Ça demande d'être un peu solide, ça c'est sûr, parce que les sociétés qui disent non, on fait pas de crunch, etc. Honnêtement, dans le jeu vidéo, c'est pas possible. Peut-être expliquer ce qu'est le crunch pour Oui, les oui, personnes oui, qui oui, ne oui. sont pas du milieu. Bien sûr, bien sûr. J'attendais à ce que vous le fassiez. À la rigueur, je vous laisse l'honneur. Qui veut en parler? Alice. Non, alors, je sais pas si je vais donner la meilleure définition, mais bon, c'est une méthode de travail, si j'ose dire, qui est quand même fortement critiquée puisqu'elle est, je pense, voilà, qu'elle frôle un peu le management, comment dire, un petit peu abusif, à mes yeux. Voilà, qui consiste à faire travailler les gens, à faire des heures supplémentaires, mais d'une manière excessive aux salariés pour terminer notamment, non seulement, pas forcément terminer le jeu, mais arriver à rendre ce qu'on appelle une milestone, puisqu'en fait dans le jeu vidéo, et assez souvent, ce n'est pas par exemple trop enfin si, même chez GameBakers, bref, le jeu vidéo se fait par jalon de production. Il y a la pré-production, puis quand la production est lancée, il y a des grands jalons de production, d'obtenir une version initiale du jeu, puis une version un peu améliorée avec tous les features, puis la version finale. Et du coup, ça crée des deadlines dans la production qu'il faut pouvoir honorer, notamment lorsqu'on a un éditeur. Ce qui n'est pas le cas de GameBakers. Cela dit, on se donne nos propres milestones aussi. Mais du coup, c'est que ça peut mettre de la pression sur les producteurs, justement, qui peuvent demander aux salariés de travailler plus, de venir le week-end. Voilà. Il y a eu des gros scandales notamment dans certaines grosses boîtes aux États-Unis où voilà, des personnes ont fini en burn-out, ont dû quitter le studio après parce qu'ils étaient complètement séchés. Voilà. Donc c'est quelque chose dont le secteur parle assez souvent, puisque c'est un problème voilà, malheureusement, c'est une méthode de travail qui peut être utilisée dans pas mal de studios. Francis ? Voilà, merci. Merci Alice. C'était très bien. Oui, effectivement, nous, on est un peu le rôle de l'éditeur, donc on est dans cette situation. Il faut comprendre, quand on signe un jeu, on va être sur un budget de production, par exemple, d'1 million d'euros, et effectivement, on met en place des milestones
en accord avec le développeur. Hein. Donc c'est le développeur qui dit bah voilà, le 15 mai, je te remets telle version du jeu avec telle fonctionnalité, etc. Et à partir du moment où il nous remet ceci, ça déclenche un paiement. Et c'est là où l'organisation est un peu compliquée, parce qu'effectivement, s'ils sont en retard pour remettre ces éléments, un mois de retard, ça décale les paiements d'un mois, forcément, mais les salaires, on ne les décale pas d'un mois. Donc voilà, donc ça crée effectivement, surtout pour des studios qui sont relativement fragiles, parfois, bah, ça crée des problématiques, parce qu'en gros, il faut absolument donner le milestone au 15 mai, sinon le 30 mai, vous ne pouvez pas payer vos salariés. Donc ça crée quand même un stress qui peut être super important, d'où encore une fois l'importance d'une organisation et d'une pré-production et d'une vision de la production qui est bonne pour justement limiter ce risque de dire bah, moi j'avais prévu le 15 mai, mais en fait à ce rythme-là, on va avoir fini au 15 août. Et là, c'est une catastrophe. Alors bien sûr qu'on peut toujours renégocier avec un éditeur. Nous, en plus, on est plutôt ouvert, indé, etc. Mais quand vous signez avec un éditeur assez gros, un éditeur, par exemple, japonais, qui ne sont pas les gens reconnus comme étant les plus souples et ouverts en général, bah là, c'est compliqué. Parce que vous ne pouvez pas aller voir un éditeur japonais en disant « Ouais, bah, j'ai 2 mois de retard, on peut s'arranger, etc. » On ne peut pas s'arranger. Donc, c'est générateur de stress. Donc ça, c'est un premier point. Et après, c'est inhérent, je pense, au secteur du jeu vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on prévoit une date de sortie, on est obligé de la caler minimum 3 mois avant. Donc, votre jeu n'est pas complètement terminé, mais vous devez commencer à dire, OK, pour la com, pour le marketing, etc., je vais le sortir le 15 mars. Notamment sur les consoles, il faut bloquer les dates de sortie 3 semaines, 1 mois avant. Et en général, 3 semaines, 1 mois avant, le jeu n'est pas fini. Donc, ça veut dire que sur cette période-là, vous n'avez pas d'autre choix que de cruncher pour que le jeu soit prêt en temps et en heure, sinon c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça que quand des studios disent on crunche jamais, c'est pas vrai. Ça me paraît impossible. Par contre, en s'organisant correctement, on peut avoir des périodes de crunch qui sont gérables, comme dans plein d'autres industries, hein, où il y a des petits coups de bourre. Bon bah voilà, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit gérable pour chacun. François, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu l'as peut-être vécu, je ne sais pas. Alors, ouais. Du coup, je vais rebondir un peu entre les deux, je pense, là. Sur une réalité qui est quand même la suivante, c'est que le jeu vidéo, c'est pas une exception dans le monde du travail, au sens où, dans toutes les entreprises, il y a des problématiques qu'on vient d'aborder là qui sont communes. C'est-à-dire qu'il y a plein de structures, plein de domaines dans lesquels on a des exigences de calendrier avec des attentes financières derrière, avec donc des équipes qui peuvent être plus ou moins sollicitées. Et je veux dire, ça va toucher la banque, la production de voitures, ça va toucher des gens qui font dans l'alimentaire. Enfin, je veux dire, on peut aller très très largement parler de crunch dans tous les secteurs. Donc la réalité de j'ai une production à livrer à telle date, et il y a des enjeux derrière pour toute l'équipe, et si ça ne sort pas là, on est mort. Elle existe. Après, il y a des façons de travailler qui font qu'effectivement, ça se lisse en amont. Donc ça passe par de l'organisation au sein des structures, ça passe par de l'accompagnement avec, par exemple, des éditeurs, entre autres. Hein. Ça passe par l'expérience d'une équipe d'encadrement qui va pouvoir identifier les profils, savoir qui on peut mettre où, les prises de risque qu'on peut faire ou pas. Négocier aussi une certaine souplesse par rapport à ces milestones en question, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on va livrer une partie dure de quelque chose avec des options ou des choses comme ça. Il y a plein de façons de faire qui vont aller dans le lissage de ces pics de production un peu, enfin même qui peuvent être extrêmement violents et destructeurs, comme d'ailleurs Alice l'a évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est pas une exception pour le jeu vidéo. Simplement, le jeu vidéo, je pense qu'avec quand même quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure, il y a 30 ans, le jeu vidéo, c'était beaucoup de gens jeunes qui n'avaient pas forcément déjà d'expérience tout simplement en termes d'entreprise et de production. Pas forcément non plus en termes de soft skills et d'un certain nombre de réalités là-dessus. Pas forcément de problématiques de j'ai des enfants à récupérer le soir et pas que ça à faire de ma vie, etc. etc. Et ça a évolué, ça aussi, aujourd'hui. Donc, naturellement, il y a aussi des gens qui vont venir, qui disent, voilà, moi, je suis développeuse. OK, donc profil en tension, on a besoin de toi, on te recherche dans l'industrie. Et moi, je veux bosser dans une boîte qui va prendre soin de moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des heures sup peut-être à des moments ou qu'il n'y aura pas des réalités de production qui font qu'on va devoir s'adapter.
Ça veut dire par contre que si vous êtes là pour me faire faire 80 heures par semaine pendant 6 mois pour arriver à éponger des problématiques soit de périmètre mal calibré, soit de retard en interne, etc., ben je vais m'en aller et je vais trouver du travail à côté sans problème. C'est aussi une réalité très très concrète et du coup les structures s'adaptent à ça, quoi. À la fois en se rendant compte que c'est destructeur, à la fois en étant plus mature aussi tout simplement en tant qu'industrie, en tant que profil intérieur, etc. Donc voilà. Est-ce que le crunch, on l'a vécu? Je ne sais pas, je pense qu'ici, oui, à peu près tous. Est-ce que c'est marrant? Ça dépend. Il y a un moment où on est dans une euphorie où c'est super. Il y a un moment où ça devient destructeur et où ça peut briser effectivement des gens et il faut y faire très attention. Et c'est là où le problème, c'est que souvent le jeu vidéo, c'est un métier passion. Et c'est là où on peut parfois perdre un peu le sens de la réalité et on peut partir effectivement en vrille parce que voilà, on est passionné, on ne fait pas attention à soi et certains en abusent, bien sûr. Il y a aussi une problématique de management, hein, évidemment. Mais c'est vrai que c'est aussi lié au fait que ce soit un métier passion, ce que tu as moins dans d'autres secteurs qui sont soumis à des pressions aussi, mais là, voilà, c'est moins passionnant, donc les gens se laissent moins entraîner. Alors là, on approche un peu de la fin. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'ai dans la tête, je me dis, mince, on ne l'a pas abordé. Mais peut-être une question d'ouverture. On a parlé de choses actuelles. Une question un peu d'ouverture sur le jeu vidéo de demain. Quels sont, selon vous, un peu les facteurs clés de succès du jeu vidéo de demain? Alors, c'est vrai que si vous les aviez, eh bien, tout de suite, on se mettrait au travail. Mais est-ce que ça passe peut-être par un meilleur management, la mixité dans les équipes, qui est une grande thématique sur laquelle on pourrait parler pendant des heures? Est-ce que ça vient sur l'évolution du métier? Est-ce que ça vient sur les business models? C'est quoi le jeu vidéo de demain avec ces grandes thématiques de l'e-sport, des NFT, des métaverses, des enjeux, des challenges pour l'industrie du jeu vidéo? Quel est votre avis sur ça, sur l'avenir du jeu, à la fois sur les humains, les êtres humains, et aussi d'un point de vue technique? C'est quoi le jeu vidéo de demain? Alors moi, ça fait 24 ans que je travaille dans le jeu vidéo, donc j'en ai vu un paquet, des innovations. C'est ça qui est génial dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a à la fois des innovations technologiques, tu parlais d'NFT, métaverse, des innovations liées à tout ce qui est monétisation. On l'a vu avec tout ce qui est free-to-play, etc. Aujourd'hui, on le voit avec l'abonnement. Alors sur le coup, ça a démarré avec les Netflix, etc. Mais il y a un vrai mouvement aujourd'hui du jeu vidéo vers un modèle d'abonnement à la Netflix. Et ça va aussi via la création, effectivement. Voilà, c'est un secteur, on le voit avec Game Bakers, qui est un parfait exemple. Il y a une capacité de renouvellement, de création dans le jeu vidéo qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut voir dans d'autres industries, la musique ou le cinéma, qui a quand même beaucoup plus de mal à se renouveler. On applique toujours un peu les mêmes recettes, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le jeu vidéo. Donc c'est ce qui fait que ce médium, il est incroyable. C'est que on est au carrefour de plein de choses et effectivement, il va se passer encore des tonnes de choses dans le futur. Donc aujourd'hui, on commence à voir effectivement NFT, métaverse, abonnement. Et il y aura certainement d'autres choses. Il y a la VR aussi qui est en train de changer un peu et qui va être très liée au métaverse. Probablement. Il y a l'AR, on parle un petit peu moins, la réalité augmentée. C'est quelque chose qui a été très à la mode avec Pokémon Go, etc. à un moment donné. On en parle un peu moins, mais il y a des choses qui arrivent avec Microsoft, les HoloLens aussi qui se relancent, etc. Donc c'est difficile, hein, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce qui est sûr, c'est que à peu près en moyenne, tous les 2 ans et demi, vous avez quelque chose qui arrive dans le secteur du jeu vidéo qui rabat un peu les cartes, qui crée des choses, etc. On l'a vu avec récemment l'hyper casual. Hein. Il y a 3 ans, l'hyper casual, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un pan important de l'industrie du jeu mobile. Donc, je n'ai pas de réponse, hein, désolé. Mais ma réponse, c'est plutôt de dire il y aura des choses. Il y a des choses qui arrivent, des choses qui fonctionneront, d'autres moins. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Franchement, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. François, Alice, un avis sur ça, à la fois sur le jeu technique, peut-être le métier, le management d'équipe de demain, la mixité, l'inclusion, toutes ces thématiques. Alors ça fait beaucoup. Dans une question, c'est compliqué. Sur la partie purement technique, de toute façon, on a des choses qui arrivent maintenant, il y a des choses qui seront dans 2 ans, il y a des choses qui seront mortes entre-temps. J'ai pas de réponse là-dessus. Il y a des cœurs de métier qui vont de toute façon
y trouver leur compte entre guillemets. C'est-à-dire quand on est dans la partie technique et qu'on se tient à jour, on a toujours des nouveautés, on a toujours de nouvelles choses, on sait qu'on peut évoluer dans ce métier, il n'y a pas de problème. Il y a des différences de marché aussi, c'est-à-dire que si on prend le marché de l'Indonésie ou le marché européen, c'est pas du tout les mêmes. Donc si on est plus sur des supports mobiles ou sur des supports consoles ou machin, ça va pas être la même approche. Un casque VR par exemple aura pas du tout la même place selon le marché qu'on va avoir. Il y a des problématiques d'intégration du jeu aussi du jeu vidéo dans d'autres industries qui, je pense, c'est de plus en plus quelque chose qui se ressent. La santé, c'est un exemple où vous allez avoir l'usage du jeu vidéo pour accompagner des processus de thérapie, pour des processus de rééducation, etc. Mais ça se retrouve dans des outils de simulation, ça se retrouve avec l'AR, par exemple. Il y a des structures qui vont permettre de former des gens via, au final, des mécaniques qu'on utilise dans le jeu vidéo, mais qui ne sont pas là pour faire un jeu vidéo, qui vont projeter quelqu'un dans du travail dans une usine spécifique ou dans de la mécanique d'avion, par exemple, ou des choses comme ça, qui sont assez... On a vraiment des productions même qui sont parfois à la limite, c'est-à-dire qu'on a des productions qui vont être de niche sur la mécanique voiture, mais qui sont tellement poussées qu'en fait, un mécanicien voiture, il peut bosser ces sujets par là. Et c'est considéré comme étant un jeu aussi. Donc cet aspect-là, ça fait partie, je pense, des opportunités de développement de l'industrie du jeu pour demain aussi. Ce qui nous amène quand même, tu vois, à un panel très très large de savoir où shooter. Donc ça fait de la place aussi pour plein de gens et c'est vachement intéressant. Pour faire juste un rapport aussi à une autre forme de réalité, il y a aussi des choses qui viennent d'hier et qui sont très utiles aujourd'hui, c'est-à-dire et qui seront très utiles demain. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de Fireplace. Qui se retrouve aujourd'hui à avoir besoin de sonoriser un jeu médiéval. Vous avez quelqu'un quelque part dans un studio à Montpellier qui est en train de porter une armure et d'utiliser des instruments qui datent d'une autre époque pour arriver à sonoriser cette expérience. Bon, improbable, je veux dire, on n'aurait pas forcément pensé à ça, et pourtant, et là, du coup, on n'est pas du tout dans de la technologie avancée, etc. Donc, il y a de la place pour beaucoup de choses quand même. Et si tu parlais de mixité, de diversité, je pense qu'Alice rebondira probablement plus encore là-dessus après, mais oui, je pense que ça fait aussi partie des gros enjeux de toute façon managériaux. Donc là, on n'est pas dans la technique ou le de demain. Moi, je pense que c'est vraiment la maturité d'une industrie qui est en train de se faire et qui peut, à mon sens doit même, devenir carrément un porte-étendard de ça face à d'autres industries qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas bougé, voire même qui ont bien installé quelque chose parfois d'assez délétère et qui pèse au niveau social. On va faire des productions plus riches si on arrive à les faire ensemble. Les problématiques vont être bien plus larges et largement traitées et donc vont toucher des publics plus larges si dans vos équipes vous avez des gens qui viennent d'univers différents, qui ont des problèmes personnels différents et qui vont infuser ça dans votre production. On peut avoir des choix radicaux de production sur on va faire un jeu, ça va être que ça, ok. Et en même temps, on peut tout à fait, sans parler forcément toujours de compromis, avoir une vision initiale qui va faire que votre production, elle va parler à quelqu'un qui n'a pas la même couleur que vous. Elle va parler à quelqu'un qui est une femme, et alors que c'était que des jeux de bonhomme que tu faisais avant. Tu vois. Et ça se fait vraiment parce que dans les équipes elles-mêmes, dans les gens avec qui tu travailles au quotidien, ces problématiques elles vont remonter de façon naturelle. Tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher un expert ou machin. Si tu l'as déjà dans tes équipes, c'est vachement intéressant. Donc ça fait partie, je pense, des évolutions de futur d'une industrie, jeux vidéo y compris. Alice, un avis sur toutes ces questions Peut-être pour essayer de un peu englober tout. Bon, il y a des choses qui vont faire écho à ce que vous avez déjà dit, mais moi, c'est vrai que ce qui m'a notamment intéressée vis-à-vis du jeu vidéo quand je travaillais dans le cinéma, c'est qu'à l'époque où j'y travaillais, tout le monde était complètement paralysé par l'arrivée de Netflix. En gros, on se demandait vraiment comment ça allait se passer. En plus, Canal+ avait été repris par Vincent Bolloré et ça se passait pas super bien. Voilà, faut dire ce qui est. Donc Canal+, qui est le premier financeur du cinéma, donc on se demandait vraiment ce que ça allait devenir. Et moi, j'avais l'impression qu'à côté, le jeu vidéo était un secteur, comme d'ailleurs quand même l'audiovisuel, notamment, pas trop en France, mais à l'étranger.
les séries et tout. Je trouvais qu'il y avait des secteurs comme ça culturels du monde de l'image animée qui vraiment essayaient de s'adapter aussi à de nouveaux usages, à de nouvelles techniques, à de nouvelles aspirations aussi du public, notamment en termes de représentation. Et je trouvais que le jeu vidéo était vraiment intéressant. Et on voyait que ça bougeait, qu'il y avait vraiment un vrai dynamisme, même en tant que secteur professionnel. Et du coup, c'est ça qui m'y a intéressée. Et je pense qu'on en a déjà bien parlé, ouais, c'est un secteur qui va encore beaucoup changer. On va effectivement passer sans doute de plus en plus à des systèmes d'abonnement. Alors c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, on est un peu inquiet parce qu'on ne sait pas trop comment, en termes de monétisation des contenus, voilà, comment ça va se passer. On a quand même l'exemple de la musique avec Spotify, Deezer. Les artistes, ils ne sont pas forcément retrouvés, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, tout ça, c'est intéressant. C'est la preuve que aussi, ça devient un média. Quand on voit que ça intéresse Netflix et tout, on se rend compte aussi que c'est un média qui est devenu très populaire. Vraiment, le terme de gamer est devenu un peu has-been, franchement, comme le mot has-been d'ailleurs, parce que vraiment, ça, maintenant, des gens qui jouent, il y en a plein, quoi. Et même des gens qui n'ont même pas la conscience de jouer parce qu'ils jouent à des jeux mobiles, ils pensent que c'est pas des joueurs de jeux vidéo, mais si, ce sont des joueurs de jeux vidéo qui rapportent des sous à des studios, qui font vivre plein de gens du secteur. Donc voilà, c'est très populaire, et je pense aussi que aussi pour répondre à ça, à cette demande croissante et à ces nouveaux enjeux, on a besoin d'équipes aussi qui vont aussi plus représenter la cible, quoi. Et donc c'est pour ça que les problématiques de recrutement sont importantes, les problématiques de diversité aussi. Je sais que chez GameBakers, c'est vraiment essentiel, et en même temps, on a conscience que même nous qui faisons des efforts, on est encore en dessous. Pour vous donner une idée, on est à 30-40% de femmes selon si on prend en compte les salariés ou les freelances. Dans le secteur, c'est plutôt 25%. C'est ça, hein, je crois. Il y a quelques années, c'était genre 14%. Donc en fait, il y a une augmentation quand même importante, mais c'est pas encore assez, quoi, clairement. Donc, et là, on parle de diversité de genre, mais il y a la diversité à tous les niveaux, bien sûr, hein. Donc il faut vraiment faire des efforts pour aussi pouvoir, parce que pour nous, c'est la condition indispensable pour faire aussi des œuvres plus créativement plus diverses, quoi. Je pense, moi je trouve que dans le jeu vidéo, il y a des choses forcément c'est une expérience immersive que le cinéma, la série ne peut pas reproduire. Et il y a des choses qui sont vraiment, je pense, super très créatives à ce niveau-là, mais on peut aller plus loin. Notamment, je pense, c'est vrai que c'est ce à quoi pensent beaucoup de gens, notamment pour les personnages, faire des personnages aussi un peu plus divers, voilà, plus représentatifs en fait, des joueurs et des joueuses. C'est des thématiques, moi, où je suis directement confronté dans l'éducation, hein, quand je suis dans un département informatique, j'enseigne la gestion, et j'ai devant moi beaucoup de garçons et très peu de filles. Et c'est vrai que je fais des salons étudiants, ça pourrait intéresser les personnes qui nous écoutent, et ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment une true story, comme on dit, une vraie histoire. Eh bien, c'est une jeune lycéenne qui vient me voir et qui me fait « Monsieur, j'aimerais travailler dans le secteur du numérique, dans l'informatique, et j'aimerais créer des jeux vidéo. » Alors bon, on va pas revenir sur cette phrase, mais et je lui fais « Mais c'est super, c'est super. » Et là, elle me sort, véridique, elle me dit « Mais on m'a dit que c'était pas fait pour moi. » Je laisse « Ah !» Ça m'a fait mal. Et elle me disait, oui, on m'a dit que c'est un milieu avec beaucoup d'hommes et que j'aurais pas ma place. Ah là là là. Donc là, je lui ai fait, tu enlèves ce discours. Si tu es passionné, si tu as envie de le faire, fais-le. Et donc, je pense que ces problématiques que tu as évoquées, Alice, ça vient aussi de l'éducation, mais avant même le lycée, au collège, au primaire, et de montrer que le numérique, l'informatique, et donc le jeu vidéo, c'est une industrie qui s'insère dans ce secteur-là, eh bien, les femmes ont leur place pleinement, et qu'il faut donc faire passer ce message dès le plus jeune âge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est, à mon sens, moi ça me tient à cœur, c'est vraiment un message que je dis aux étudiants, garçons en disant, soyez sensibilisés, et aux femmes en leur disant, faites-le. Ça, je pense que c'est vraiment en train de changer. Par contre, évidemment, comme tous les changements, ça prend du temps. Donc c'est une affaire de génération, souvent. Après, je pense qu'on est vraiment dans une industrie qui est globalement... Bon, on a eu quelques contre-exemples aux États-Unis récemment, mais on est globalement dans une industrie qui est bienveillante. Enfin, moi, je vois, on bosse avec énormément de studios ou autres. Donc c'est quand même plutôt bienveillant. Après, la limite, c'est que ce sont les écoles, on en a parlé tout à l'heure, les formations. Les écoles sont payantes, relativement chères. Donc on parle de diversité homme-femme, et effectivement, tout ce qui est milieu défavorisé, c'est très compliqué parce que
effectivement, il y a très peu d'écoles publiques. Et évidemment, aller payer X milliers d'euros chaque année pour une école de jeux vidéo pendant 3, 4, 5 ans, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc les efforts, ils sont à faire à tous les niveaux, au niveau des pouvoirs publics pour avoir plus de formations ouvertes à tous, au niveau aussi des écoles, peut-être pour avoir des programmes aussi qui voilà, via des bourses ou je ne sais quoi, pour ouvrir le secteur à d'autres. Et je pense que si on veut que le jeu vidéo continue à créer, il faut s'ouvrir. Effectivement, il faut de la diversité. Moi, je travaille beaucoup aussi sur l'Afrique. Pareil, ça viendra aussi d'amener d'autres cultures. Aujourd'hui, des développeurs africains, il n'y en a quasiment pas. Parce que dans une industrie qui pèse 150 milliards de chiffre d'affaires, c'est quand même délirant aujourd'hui. Donc ces gens-là, ils ont une culture formidable à nous amener. Ils ont plein de choses qui vont venir nourrir le jeu vidéo demain. Donc il faut tirer tout ça. Et on parlait de la diversité en termes de profil, hein, de genre, mais aussi on peut parler de diversité au niveau des métiers. François, tu as évoqué quelque chose, je ne peux pas ne pas en parler, hein, c'est le jeu vidéo, mais à la limite, tu parlais du jeu vidéo un peu au niveau de la santé. On a des entreprises, hein, sur Montpellier, en Occitanie, qui le font. Je pense notamment à nos amis de Naturalpad, qui créent des jeux autour de la santé. C'est peut-être ça aussi l'avenir, enfin un des avenirs du jeu vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu qui se veut utilitaire, qui se veut peut-être pour le divertissement, mais il y a autre chose. On voit qu'on engage dans les studios maintenant, enfin, j'ai des exemples, hein, notamment à Ubisoft, des historiens pour travailler autour du jeu vidéo. 1111 par exemple, Assassin's Creed. Qu'est-ce que vous en pensez de ces métiers, justement, cette évolution? Est-ce que les jeux de demain seront autres, finalement? Est-ce qu'on va avoir on va engager des métiers, des historiens, des géologues ou pas du tout, hein. Peut-être que je me trompe. Hein. Oui, Antoine, même je crois que certains Assassin's Creed sont utilisés par des profs en classe Oui. pour aussi pouvoir donner aux élèves un peu pouvoir illustrer par des images certaines époques, puisque c'est des jeux qui se produisent à différentes époques de l'histoire, donc typiquement l'Égypte antique, la Grèce antique, le Moyen-Âge, l'époque de la Révolution, etc. Mais donc oui, effectivement, ça peut être une chose. Moi, après, je n'y connais pas grand-chose, mais et puis notamment par exemple pour l'histoire, je sais que ce genre de choses fait pas mal débat aussi, cette volonté de forcément devoir mettre. Il y a même des débats sur est-ce qu'on peut mettre des documentaires en couleur ou pas, ou est-ce que c'est quelque part trahir l'histoire, tout ça. Mais je pense qu'en effet, c'est super intéressant de voir que le jeu vidéo, c'est tout un pan du jeu vidéo qui s'appelle les serious games, qui sont des jeux éducatifs, de rééducation aussi. D'entraînement du cerveau. Enfin, c'est très intéressant. Je pense qu'en vrai, il y a plein d'opportunités. Le monde, la technologie, notamment dans le monde médical, évolue très vite aussi. Et je pense qu'il y a des rapprochements qui peuvent très bien se faire, quoi. Francis ? Alors oui, déjà les serious games, ça existe depuis très très longtemps, hein, donc c'est loin d'être nouveau. Alors, c'est très orienté formation, et il y a plein de grosses entreprises qui utilisent le jeu vidéo pour former les salariés au risque ou à certains métiers, etc. On peut aussi noter qu'un studio comme Asobo, qui a sorti Flight Simulator, ils ont embauché des pilotes d'avion pour les aider à développer leur jeu, pour avoir un jeu réaliste. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de jeux dits de simulation, et ils vont chercher des sportifs, des anciens pilotes, comme j'ai dit, d'avions, de motos, etc., pour vraiment retranscrire au mieux possible le côté simulation. Donc, et c'est ça qui est génial, justement, c'est que ça ouvre encore une fois le champ des possibles. Et bien sûr, allons chercher des historiens, des géologues, pourquoi pas, pour simuler des tremblements de terre ou j'en sais rien. Donc, avec des moyens, on peut tout imaginer. Et effectivement, on en revient au budget de production d'Assassin's Creed ou d'autres jeux de ce type. Les budgets sont tellement importants que, bien sûr, les éditeurs vont être capables d'aller chercher des corps de métier et des gens hyper pointus pour avoir le meilleur rendu possible. Et tant mieux, tant mieux. Et effectivement, après, il y a le médical et il y a certainement plein d'autres secteurs auxquels on ne pense pas aujourd'hui qui vont se nourrir du jeu vidéo. En fait. François, un avis? Ouais, c'est pas vraiment un avis, c'est plus une lecture, mais déjà, c'est la segmentation. Qu'est-ce qu'un serious game? Voilà, par exemple. Déjà, c'est difficile. Il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord sur le sujet. Je pense que déjà, le mot jeu vidéo je ne sais pas si ça a joué vraiment en faveur de l'industrie, si je regarde bien, parce que le côté jeu,
un peu enfermé dans quelque chose qui se voyait comme vraiment dispositif ludique très secondaire, pas du tout primordial, avec pas grand-chose d'autre à faire que d'aller passer du bon temps à côté pour se détendre. Sauf qu'en fait, au final, le jeu vidéo, c'est l'industrie culturelle et créative la plus lourde, sauf erreur de ma part, et de loin, au niveau mondial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un jeu vidéo, c'est un agrégat de plein de choses. C'est une production à part entière d'un produit qui est une hybridation de plein de choses qu'on va retrouver en puriste à côté. On parlait d'histoire, on peut parler de musique, on peut parler d'art purement graphique, d'animation. Et vous allez retrouver toutes ces composantes au sein d'une même production, avec en plus tous les métiers qui servent à piloter tout ça, etc. Mais le jeu vidéo en lui-même, il peut se retrouver branché à plein de choses, que ce soit certes pour du divertissement, mais pour de l'éducatif de base, pour de la simulation, pour de l'accompagnement à une rééducation, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Il y a toute une notion dont on a parlé avant qui est la diversité au sein d'un secteur qui est encore difficile d'accès par rapport au coût, notamment des formations, par rapport aussi à des faits sociaux qui sont plus larges, qui ne dépendent pas que de l'industrie du jeu vidéo. Et j'espère encore une fois, comme on le disait, qu'on fera partie des industries un peu porteuses de drapeaux là-dessus pour arriver à définir des codes de demain qui soient plus simples pour tout le monde. Mais clairement, je vois plus cette industrie comme quelque chose qui infuse dans les autres et qui prend un peu partout pour arriver elle-même à enrichir ses propres productions. Et au final, vos talents, aujourd'hui, si vous avez un ingénieur spécialisé en VR, il peut bosser pour des secteurs spécifiques de l'armée, pour le dernier jeu VR particulier qui va être mis en avant, ou pour un cabinet d'architectes. Enfin, je veux dire, il y a une bonne partie de son savoir sera transposable dans ces univers. Et ça sera valable pour un certain nombre d'autres métiers dans notre industrie. Il y a des spécificités, bien sûr, quand on va se retrouver en plein milieu d'une production, mais au final, sur des profils qui sont un petit peu souples, ces spécificités, pour les intégrer à une équipe, ça va vite, quoi. Il y a un onboarding dans une équipe, quelqu'un va pouvoir acquérir les connaissances suffisantes pour se brancher avec son cœur de métier à elle ou à lui, et puis voilà. Et donc, oui, je pense que, je pense vraiment que ce qu'on appelle jeu vidéo aujourd'hui va plus loin que la simple notion de jeu au sens divertissement. Moi, je ne vois pas le jeu comme juste un divertissement pour ma part. Je pense que ça fait partie des choses intrinsèques, c'est un besoin social, c'est une façon de communiquer, ça sert à structurer plein de choses et on ne le retrouve pas que chez l'être humain. Mais ça a été longtemps rangé dans une petite case et je pense qu'on est en train de faire un petit peu, de pousser les bords de façon assez marquée. Donc oui, je pense que l'avenir du jeu vidéo se fera aussi pas que dans le secteur ludique. Et justement, c'est un peu mes thématiques de recherche. Là, j'interviens aussi dans mon métier d'enseignant-chercheur. J'étudie les jeux, les changements. On va décortiquer un peu ça, les définitions aussi des mots. Parce que qu'est-ce qu'un jeu vidéo ? Dans la littérature, il y a beaucoup de débats, comme la place des historiens, comme tu disais, Alice. Donc, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, tu parlais de métiers très spécifiques. Ça me fait penser à l'actualité et d'Enodo Games, qui a sorti The Architect, notamment avec Paris. Voilà, c'est très spécifique. Est-ce que c'est un jeu vidéo ? Oui ou non ? C'est un autre débat. Mais ça reste une production où on va s'amuser à reconstruire la ville de Paris et d'en faire une cité du futur. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça aussi, c'est pas le pur ludique, il pourrait y en avoir, attention, mais ce serait autre chose et pas forcément typiquement du serious game. Je me permets une petite note là-dessus d'ailleurs, parce que là on parle de jeux vidéo, mais c'est pour le jeu en général. Et si je me ramène juste, là c'est des expériences très personnelles, mais pour tous les joueurs, qu'est-ce que les jeux vous ont apporté ? En vrai, si vous jouez depuis longtemps, moi, ça m'a appris à parler anglais. Ça m'a appris plein de choses, les jeux vidéo. Mais pas les jeux tout court, pardon. Donc le jeu vidéo ne fait pas exception à ça, en fait. Et, je pense. C'est juste que ça change le média de transfert. Et ça, c'est aussi mes recherches, le développement de compétences via les jeux. Alors, c'est vrai qu'on arrive vraiment sur la fin de cette table ronde. On a abordé beaucoup de thématiques. Et justement, une phrase de conclusion un peu que je vais vous laisser dire tous les trois. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette table ronde ? Voilà, qu'est-ce qu'on doit retenir comme message sur entreprendre dans le jeu vidéo, le recrutement, le management, la production ? 3 thématiques que l'on a abordées un peu de manière structurée. Qu'est-ce qu'il faut retenir du jeu vidéo aujourd'hui, en France, en Occitanie, à Montpellier ? Et de cette table ronde. Qui veut commencer ? C'est la phrase de conclusion. Vous pouvez aussi dire des choses qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de dire. C'est le moment, en tout cas. Je veux bien essayer. Non, mais
Peut-être pour donner envie à des gens qui seraient intéressés de travailler dans ce secteur, je trouve qu'en France, on a beaucoup de chance d'avoir... Il y a un tissu d'entreprises qui est quand même très riche, qui, encore une fois, pour faire une comparaison avec le cinéma, qui ne se concentre pas autour de Paris, mais qui est un peu réparti dans toute la France, donc notamment en Occitanie, qui est en plus historiquement un peu la première région en dehors de Paris où se sont vraiment implantés des studios de manière régionale. Et du coup, c'est super, quoi. Enfin, faut en profiter parce que et puis il y a de tout, quoi. Il y a des grosses boîtes, des petites entreprises. Il y a beaucoup de gens indépendants aussi qui font du freelance pour différentes sociétés. Ça peut leur convenir aussi. Enfin, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des métiers qui évoluent, qui changent. Et oui, il y a, comme on l'a mentionné, il y a des ponts de plus en plus entre d'autres secteurs. Et puis d'autres métiers culturels, en fait, d'autres domaines culturels. En jeux vidéo, on n'a pas juste besoin de programmeurs et d'artistes, on a besoin aussi de musiciens, de personnes, parfois d'experts, de personnes qui vont faire du son. Enfin, donc il y a plein d'échanges aussi possibles entre le jeu vidéo et les autres métiers, donc les autres secteurs. Donc je pense que c'est une vraie opportunité et je pense que pour s'insérer dans ce milieu, après il faut vraiment de la curiosité, il faut un peu de patience, je pense, et oui, savoir travailler en équipe, parce que globalement c'est des équipes plus ou moins réduites, mais je pense qu'il faut savoir qu'il y a chacun a un peu ses compétences et donc il faut être prêt à échanger. Donc voilà. Merci Alice pour ta conclusion. Francis, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors déjà, moi j'aimerais rebondir sur le mot entreprendre. Je pense que entrepreneur, c'est déjà un des plus beaux métiers du monde. Franchement, quand on arrive à le faire, c'est quand même génial. Donc dans le jeu vidéo ou dans un autre secteur, je pense que c'est un mot qui est pas toujours valorisé à sa juste valeur, mais qui est pour moi important. Et après, effectivement, je suis d'accord avec Alice. Déjà, le jeu vidéo, c'est contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est ouvert. Aujourd'hui, on peut ne pas venir du secteur et faire son trou. Si on fait les efforts nécessaires, si on va vers les assos, etc. C'est pas du tout un milieu fermé où on est entre soi, etc. Donc ça, c'est un message, je pense, super important à faire passer à tout niveau. On peut être juste simple freelance, on peut être dans le son, etc. Mais on peut travailler dans le jeu vidéo, on peut créer sa structure, on peut rejoindre des équipes existantes, on peut s'associer. C'est vraiment, le champ des possibles est vraiment super large. Pour moi, le message, c'est pas un message d'espoir, mais vraiment, il y a plein de choses à faire. C'est un secteur qui explose et toutes les projections montrent qu'on vise environ 10% de croissance encore sur les prochaines années sur ce secteur qui est déjà énorme. Donc il y a de la place encore, il y a encore des choses à créer, il y a encore des choses à inventer. Et le meilleur exemple que j'ai vu récemment dans le cadre de la levée de fonds qu'on a faite, c'est que il y a énormément de fonds qui sont très intéressés aujourd'hui à investir dans le jeu vidéo. Ce n'était pas vraiment le cas il y a encore 4-5 ans. Donc ça aussi, ça va changer beaucoup de choses. Il va y avoir des moyens, il va y avoir de plus en plus de possibilités de financement qui vont permettre à des gens de s'exprimer et de se lancer et du coup de prendre des risques. Donc allez-y. C'est ça, c'est la prise de risque. Allez-y, just do it, comme on dit. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais, j'ai réussi à caser un mème dans une table ronde, c'est quand même pas mal. François ? Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. La question, c'est si vous voulez venir dans le jeu vidéo, là, demain, que vous vouliez être la personne qui crée une entreprise ou la personne qui intègre des équipes, en fait, venez nous voir, venez parler. Branchez-vous sur les serveurs Discord, venez aux moments qui sont faits par vos associations locales, que ce soit sur le jeu vidéo ou le jeu tout court. D'ailleurs, vous avez la chance ici d'en avoir plusieurs, donc avec des gens passionnés qui sont là pour vous en fait. Donc venez juste dire bonjour, boire un coup avec nous, voir ce qui se fait, écouter les pitchs des gens, présenter ce que vous voulez faire aux tribunes qu'on va proposer très régulièrement. Et puis comme ça, vous pouvez un petit peu prendre la température, vous vous rendrez compte très probablement que c'est une industrie qui est encore jeune, mais qui mûrit vite et qui veut aller dans le bon sens. Il y a beaucoup de bienveillance, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de passion et il y a sûrement de la place pour vous si vous avez juste envie de faire partie de l'aventure, quoi. Donc pointez-vous, on sera content de vous voir.
Merci François. Et personnellement, ce que je retiens un peu de ces échanges, et par rapport à mon métier au niveau de la formation, eh bien, c'est merci au studio en fait, de proposer des jeux d'une diversité, on va dire, sans précédent, parce qu'on peut les utiliser en cours. Moi, j'enseigne avec des jeux de société, avec des jeux vidéo. Et avant, effectivement, on me voyait un peu comme un ovni. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le monde de l'éducation, en tout cas à l'université, s'ouvre sur ces thématiques-là. La ludopédagogie, c'est quelque chose qui va exploser. C'est peut-être on va dire, un des secteurs futurs du jeu vidéo. Faire des ponts entre les studios, les sociétés d'édition et aussi l'université, au-delà de la formation, mais au niveau de la recherche. Et ça, c'est aussi ce que je retiens, parce qu'en tant que passionné et ancien professionnel du jeu, eh bien, ça me plaît de voir qu'il y a des ponts qui existent et on peut faire quelque chose, on peut sensibiliser et apprendre avec aussi le jeu vidéo. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les trois, Alice, Francis, François, pour ces échanges. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et puis, rendez-vous peut-être tout à l'heure pour des discussions. En tout cas, vous aurez retenu. N'hésitez pas à discuter avec nous autour du jeu vidéo. On ne vous mangera pas, bien au contraire. Merci beaucoup. Merci.